Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue sur Equinox Soir. Il a toujours préféré les Français depuis son accession au pouvoir. Balm, Fuchs, Seguela pour faire du lobbying et polir son image auprès des cercles de décision dans le monde. Depuis quelques mois, ce sont les cabinets américains qui semblent avoir les faveurs du président Biya au moment où le pays traverse l'une des crises les plus importantes, des crises sociopolitiques les plus importantes de son histoire post-indépendance. Lobbying, Paul Biya choisit les Américains. Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Lobbying, Paul Biya choisit les Américains, le fait du jour. Et pour en parler, je suis en compagnie de Max Wabo. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Vous êtes analyste politique. C'est bien ça. Voilà, à côté de vous, il est là, Wilfried. Bonsoir. Bonsoir. Wilfried et Kanga. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je ne vais pas dire analyste politique. On va dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Oui. Voilà, il est là également. Edmond Kamgia, bonsoir. Bonsoir Serge Otou. Vous êtes éditorialiste. C'est le cas. Voilà. La Nouvelle Expression Equinox. Nouvelle Expression, vous êtes chef de la section politique internationale au quotidien La Nouvelle Expression. En effet. Voilà également consultant permanent à droite de réponse tous les dimanches à partir de midi. C'est un rendez-vous calé. Voilà. 12h sur Equinox Télévision. Toujours. C'est un jeune. Bisque Majo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant en sciences politiques. Exactement. À Oklahoma City, Oklahoma City. aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Voilà. Madame, monsieur, bienvenue. Hein? Bon, je commence par vous, Wilfried Kanga. Lorsqu'on parle de lobbying, ça renvoie à quoi? C'est un anglicisme, il faut le reconnaître. Oui, le lobbying, c'est un anglicisme comme beaucoup d'anglicismes pour désigner une campagne positive envers une personne. La plupart du temps, elle est rémunérée. Quand on fait du lobbying auprès de quelqu'un, vous faites du lobbying sur quelqu'un, auprès de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous parlez en bien de cette personne auprès d'une autre personne. Vous vendez l'image, si vous voulez. Vous apportez un aperçu globalement positif d'une personne pour que cette personne, pour s'assurer les faveurs de cette personne et pour que cette personne-là aussi s'accorde les faveurs de la personne auprès de laquelle on fait ce fameux lobbying. Techniquement, ça veut dire vous avez un président de la République, comme dans le cas du Cameroun, dont l'opinion internationale a une certaine conception et vous êtes chargé justement d'amener l'opinion internationale à avoir une autre idée de la personne. Donc si on dit que Paul Biya c'est Machiavel, c'est Hitler, vous êtes chargé de dire que non, Paul Biya c'est le descendant de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, etc. d'apporter. Un ange. Oui, exactement. Si on qualifie Paul Biya de démon, vous avez la possibilité de le qualifier d'ange. Vous avez par exemple un cas particulier entre ce que peut penser un Camerounais de la zone anglophone, par exemple du SDF, qui va prendre Paul Biya comme l'élément déclencheur de la crise actuelle et dire que voilà, Paul Biya est un mauvais gestionnaire depuis 36 ans, et vous avez la contrebalance à cela. Par exemple, le ministre de la Communication qui vous dira que Paul Biya, c'est comme l'astre solaire qui écoute ses compatriotes même dans les lieux où il n'est pas présent. C'est ça du lobbying. Sur les paradigmes internationaux, le lobbying consiste maintenant auprès des autres pays à dire aux autres pays, allez au Cameroun, ils ont un président dynamique, un président visionnaire, allez-y, investissez-y, nouez des relations avec ce pays et n'écoutez pas ce que l'on vous dit. Dans le lobbying, c'est en quelque sorte cela, c'est ce qu'on peut appeler sous d'autres cieux de la propagande. Disons que dans la géopolitique, dans la géostratégie, on a ce qu'on appelle, ce n'est qu'une histoire de guerre des mots. La même chose prend une autre dénomination en fonction des intérêts et des puissances des uns et des autres. Edmond Kamgia, Paul Biya a-t-il besoin en ce moment-ci? Vous comprenez cette action? Il a besoin de lobbying? Effectivement, et ce n'est pas nouveau. Paul Biya a toujours eu besoin de lobbying dans ses actions. Mais il se tourne vers les États-Unis, comme je l'ai dit en mon tour. Oui, et ça c'est une... Il a souvent fait avec les Français. Oui. Tout à fait. Pourquoi les États-Unis donc? D'abord, il faut le dire, il a souvent et régulièrement fait avec les Français. On le sait, tu l'as cité dès le début, Patricia Balm, qui est bien connue, qui vient régulièrement au Cameroun, qui travaille pour un cabinet international bien connu en matière de communication. On sait également le travail qu'a fait Stéphane Fuchs pour le chef de l'État dans les années antérieures, dans les élections présidentielles antérieures notamment. On sait le travail que lui apporte Armel Méo,
qui est également une patronne dans le domaine de la communication, qui est un cabinet international important. Tu citais Séguéla également dans le passé. Et il faut dire également aujourd'hui, l'importance de se tourner davantage vers les cabinets américains est liée au contexte sociopolitique actuel, qui est particulièrement dominé et secoué par la crise anglophone. Et il faut donc lire dans l'attitude du chef de l'État, en tout cas de son entourage, qui lui a proposé les services des cabinets américains, la nécessité d'avoir des cabinets qui sont in situ, c'est-à-dire en réalité qui sont dans l'habitus, qui sont dans le cadre, le biotope où on traite de l'influence des politiques, ou alors où le lobbying peut le mieux passer par rapport à la sociologie politique. Parce que la crise anglophone, il ne faut pas l'oublier. Au Cameroun, il y a les francophones, il y a les anglophones. Mais le contexte sociopolitique anglophone est particulier. Et on sait que la plupart des acteurs qui agissent à distance dans la crise anglophone, ce sont ceux qu'on appelle la diaspora. Et une bonne partie de la diaspora camerounaise est basée aux États-Unis. En réalité, le chef de l'État veut en fait faire le contre-pied. Puisque c'est des États-Unis que la diaspora agit le plus, sans négliger la capacité de nuisance ou la capacité d'action des Camerounais à la diaspora qui sont à Londres, qui sont en France, à Berlin, à Bonn ou dans d'autres pays à travers le monde. Mais il faut dire que, en fait, Paul Biya met, j'allais dire, le pied dans le plat. Parce que c'est là-bas, c'est la diaspora la plus importante camerounaise. Alors il va voir les cabinets de communication américains, et notamment les lobbyistes. Et tout à l'heure, tu le demandais si bien, le lobbying, c'est une activité, c'est un métier, c'est une profession. Il y a des lobbyistes, c'est des personnes ou des groupes de personnes qui travaillent, n'est-ce pas, pour ceux qui les sollicitent, pour faire prévaloir, pour faire une sorte de plaidoyer à travers le déroulement d'un certain nombre d'activités ou d'actions visant à faire promouvoir dans l'opinion publique nationale et internationale une certaine image de la personne qui les ont sollicités. Et il faut donc comprendre, en définitive, avant de clore cette première partie de mon propos, dire qu'en réalité, Paul Biya est à l'écoute de ceux qui communiquent à travers le monde. Mais j'ai un seul regret, c'est qu'il n'associe pas assez les Camerounais de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, les communicants camerounais, parce qu'il y en a, il y a des cabinets de communication au Cameroun qui auraient pu bien bénéficier de cette sollicitude. Et ça aurait au moins permis que les devises restent au pays, puisque nous sommes en démocratie. Il faut dire, les leaders de l'opposition également s'entourent, il faut le dire, certains s'entourent également des cabinets de communication qui sont à l'œuvre en ce moment. On vit avec Maître Keremouna. Oui, c'est le cas. Voilà. Max Wabo, vous comprenez cette façon de faire les choses, c'est-à-dire qu'on se tourne vers les étrangers, les Américains, pour ce cas-ci, pour montrer une image autre que celle que tout le monde a en tête. En fait, je dois dire que je suis un peu embarrassé. Embarrassé tout simplement parce que que le président Biya soit aujourd'hui en train de se tourner vers les États-Unis, il faut peut-être qu'on rentre un peu dans le passé. Alors, on se souvient de la déclaration de l'ambassade des États-Unis qui, au sorti d'un entretien avec le président Biya, avait pris la peine justement de relayer un peu quelques grandes lignes de leur conversation. Alors, il disait qu'il avait demandé au président Biya de sortir et de rentrer dans l'histoire. Ça avait justement fait des grands bruits. Et aujourd'hui, que le président Biya se retourne aux États-Unis pour faire sa campagne et fait appel à des cabinets, je pense que moi, ça fait un peu rire. Ça fait rire. Pourquoi le président Biya le fait? Quel est le projet? On a vu la crise anglophone, on sait ce que ça a donné, et on sait justement ce que, comment dirais-je, les Camerounais de la diaspora ont fait comme communication sur le président Biya. Un ensemble d'informations qu'ils ont relayées sur l'attitude du président Biya et de son gouvernement. Est-ce qu'il n'est pas normal qu'il contre-attaque? Peut-être le président Biya va bien contre-attaquer, mais je me pose la question, quel effet ça peut véritablement avoir? Quel effet? Vous avez des gens qui meurent dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Le président Biya va venir dire quoi?
le président Biya va chercher des gens pour qu'on dise que non, il n'y a rien dans le nord-ouest, c'est... Non, est-ce que c'est ça le but? Il veut laver son image. Il veut laver son image. D'accord? Il y a quand même une certaine opinion. Et aujourd'hui, je dis qu'il faut tenir également compte des propos de l'ambassadeur des États-Unis. Et vous savez que lorsqu'un ambassadeur parle, d'accord, il ne parle pas au hasard. Quand l'ambassadeur s'était exprimé, on peut bien penser que c'était justement la position des États-Unis. Je porte donc à croire que M. Biya... Il y a aussi des ambassadeurs qui s'ingèrent souvent dans les affaires. Non, je ne pense pas. Je suis convaincu que si l'ambassadeur des États-Unis... Je parle pas spécifiquement de l'ambassadeur des États-Unis. Moi, je ne vais pas rester là, parce qu'il est aux États-Unis. Je préfère rester bloqué au niveau des États-Unis. Si l'ambassadeur des États-Unis n'avait pas donné une information crédible, sans l'autorisation de sa haute hiérarchie, je pense qu'il devait payer des sommes aujourd'hui. Donc, le président Biya est peut-être dans son rôle, il faut blanchir son image, il faut trouver des canaux de communication, peut-être pour dire à l'extérieur que, écoutez, tout n'est pas seulement sombre au Cameroun. Bon, il a forcément son agenda et puis on verra la suite. Brice Kemajou, vous êtes aux États-Unis. Bien sûr. Là-bas, c'est normal, hein? Faire du lobby. Oui, le lobbying, c'est un peu normal. C'est-à-dire, je rejoins parfaitement ce que Ekanga disait tantôt. C'est-à-dire, c'est simplement, en fait, présenter quelqu'un sous ses meilleurs angles. Mais maintenant, de ce que j'écoute depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que la façon dont la question, souvent pour répondre à une question dans la logique dans laquelle elle est posée, c'est accepter les présuppositions de celle-ci. Et vous posez une question très essentielle. Vous posez la question de savoir pourquoi les États-Unis et pourquoi pas la France, parce qu'apparemment il allait vers la France avant. Oui. Je veux dire, quelles sont les présuppositions de cette question-là? C'est-à-dire que aujourd'hui, on admet que notre président, ou bien du moins un président africain, ait à faire du lobbying auprès des instances internationales, dans le cas présent, les États-Unis. Moi, je pense qu'il y a une certaine incongruité dans tout cela. Parce que déjà, même dans ce lobbying-là, on ne parle pas, on est content de savoir, ou bien du moins, on n'est pas content de savoir qu'il va vers les États-Unis, mais il faut se poser la question la question financière aujourd'hui. Combien est-ce qu'il dépense pour aller voir... Oui, on va y revenir, bon, sur les montants. Ok, donc, moi, je voulais arriver dessus tout de suite en parlant, en fait, parce que moi, j'ai eu à lire légèrement dessus dans la journée. Bon, selon les sources, on parle de 50 millions ou bien d'autres, quand on parle de... C'est pour... Mais pour Mercury, ça fait 660 millions de francs CFA. Je veux dire, non. Exactement. C'est-à-dire que pourquoi ne pas utiliser cet argent et assigner à des projets d'aménagement nationaux qui permettraient d'abord d'asseoir une certaine base électorale ici au Cameroun qui ne forcerait même plus notre président à avoir à aller se laver une image en Occident aujourd'hui, en l'occurrence dans le cas d'aujourd'hui, les États-Unis. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Désolé, je vais un peu embrayer sur la question. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. C'est-à-dire que nous avons, quand Paul Biya fait les élections, par exemple, en 2011, qu'est-ce qu'il se passe? C'est-à-dire que le mot d'ordre de sa campagne en 2011 est de dire Cameroun des grandes réalisations, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a 10 projets, entre autres. On a le projet du grand port autonome de Kribi, on a les projets hydrauliques de Memvelé et de Méquin. Projet structurant. Projet structurant, exactement. Et donc aujourd'hui, on a des difficultés à pouvoir en fait finir ces projets-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes comment dire ça encore en français? Il y a des problèmes aujourd'hui de... Il faut aller en anglais aussi, hein? Non, mais comme on est bilingue. Oui, exactement, c'est vrai. Mais il y a des problèmes d'indemnisation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un problème de près de 8 milliards de francs CFA dans le projet d'aménagement sanitaire aujourd'hui à Yaoundé. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui voulait en fait apporter près de 300 000 mètres cubes d'eau dans la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé, pardon, aujourd'hui. Mais on remarque que M. Elundou Essomba, ministre de l'eau et de l'électricité, regrettait en fait qu'on n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à indemniser les populations. On n'arrive pas à indemniser les populations. Mais comment fait-il qu'aujourd'hui, quand je lis aujourd'hui, on se rende compte que depuis 2004, Paul Biya a dépensé près de 5 milliards de francs CFA dans le lobbying avec Bretton Bruggs depuis 2004. C'est-à-dire que depuis que Peter Mafili-Musonga, Premier ministre à l'époque, signe avec Bretton Bruggs. Et de 2004 jusqu'à 2017, ça fait 5 milliards. Alors qu'aujourd'hui, nous avons un problème de près de 8 milliards pour des projets d'assainissement de la ville de Yaoundé. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'incongruités comme ça qui m'amènent à me poser la question de savoir est-ce que finalement un lobbying
vers les États-Unis ou vers n'importe quel pays, parce que c'est vrai que la question aujourd'hui, pourquoi les États-Unis se pose, mais pourquoi le lobbying déjà se pose? Est-ce qu'on a besoin de dépenser autant d'argent dans un lobbying à l'étranger, alors qu'on pourrait utiliser le même argent pour en fait satisfaire les populations qui seront la base électorale qui pourra en fait permettre au bien de rester au pouvoir? Wilfried, la question se pose, hein. On a besoin de faire du lobbying? Est-ce qu'on a besoin de faire du lobbying? Est-ce que le président Biya a besoin de faire le lobbying? Oui, bon, fondamentalement, rien n'interdit personne de faire du lobbying. C'est donc quoi le problème? C'est le montant? Cela vient d'être mentionné avec brio par notre frère Brice Camajo. Les fonds personnels, les fonds privés du président lui permettent de faire du lobbying auprès de qui il veut. Et c'est ce qui nous permet de poser la question, les fonds alloués à ce fameux lobbying sont-ils des fonds personnels ou alors des fonds qui appartiennent en fait à l'État camerounais? Est-ce qu'on a besoin de faire du lobbying quand on estime que son image a été écornée à l'international et voilà, on fait appel à qui on veut? Mais il a souvent fait, puisque vous avez mis une espèce de relation avec la crise anglophone. Mais avant la crise, il faisait toujours du lobbying, non? Avant la crise, il faisait du lobbying. Justement, on est encore dans le contexte du « j'ai le droit de faire du lobbying » dans les droits fondamentaux de l'être humain. On n'a pas interdit de faire du lobbying. J'ai le droit de monnayer une structure donnée. Vous avez dit le lobbying, c'est un métier reconnu même, on va dire juridiquement, plus ou moins. Donc, j'ai le droit, j'ai la prérogative absolue de m'approcher de qui je veux pour qu'il parle en bien de moi, pour caricaturer comme ça, pour qu'il fasse du lobbying envers ma personne. À présent, lorsque je suis président de la République d'une nation, j'ai le dilemme des fonds publics et des fonds privés. Les fonds publics représentent mon salaire et toutes les indemnités que ma position me permet d'acquérir et je peux m'en servir à ma guise. Mais à présent, les fonds publics sont l'élément où je dois faire attention en me disant, est-ce que je peux m'arroger le droit d'utiliser des fonds publics pour servir mes propres intérêts? Là, on empiète sur le territoire régalien, là, on empiète sur le patrimoine national. Nous parlerons certainement avec notre cher ami Brice de la discussion qu'il y a autour de la déclaration des biens des personnalités publiques au Cameroun. Peut-être qu'il faut justement, de manière transparente de la part de notre président de la République, expliquer aux Camerounais, dans un simple souci de transparence, ce n'est pas une chasse aux sorcières, ce n'est pas un individu assis au banc des accusés, c'est simplement parce que l'éthique constitutionnelle, l'éthique régalienne, l'éthique étatique l'exige. Et à partir du moment où on découvrirait que c'est sur la base de ces fonds privés, la question ne se poserait plus s'il a à faire du lobbying ou pas auprès de qui il veut. Ce qui n'empêche pas que dans le contexte camerounais, dans le contexte africain actuel, au moment où nous voulons africaniser notre économie, notre politique, nos institutions, notre vision du monde, ce qui n'empêche pas justement qu'on puisse critiquer le fait que lorsque nos présidents ont besoin de soutien, aussi bien soutien militaire ou alors soutien de la visibilité, en tout cas de la perception extérieure, qu'il fasse appel à ceux qui les connaissent le moins. Un Américain ne connaît pas Paul Biya plus que ne le connaîtrait un autre Camerounais. C'est certainement un compatriote conscient des réalités et du quotidien camerounais qui pourrait mieux dire aux instances internationales, vous n'avez pas idée de ce qu'est le Cameroun. C'est d'autant plus dangereux que, après que Henry Ballerin, l'ambassadeur américain, ait demandé plus ou moins explicitement au président de la République de s'aligner sur les traces de George Washington et de Nelson Mandela qui avaient fait respectivement un mandat, après que justement les mêmes États-Unis aient réclamé comme ça son départ, s'adresser encore aux États-Unis en pensant que ça permettrait auprès des Américains de redorer son blason. Ça peut être le même type d'arme à double tranchant qui a coûté cher au colonel Kadhafi. Il y a bien d'autres qui se sont trop approchés du serpent dans l'espoir qu'il ne mordrait pas. Ok. Edmond Kamka, dites-moi concrètement comment ça va se passer. Quel est le cahier des charges assigné aux Américains? Pour cette somme, hein, ça fait quand même beaucoup. 660 millions. Oui, concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le président Biya? Je dois d'abord avouer que je n'ai pas lu le cahier de charges qui était assigné, n'est-ce pas, à ces cabinets-là, à ces lobbyistes. On parle de polir l'image. Oui, globalement, il s'agit de l'image, pas seulement du Cameroun, mais surtout de la personnalité. Oui. Parce qu'on est dans un contexte d'élection présidentielle. Donc, il s'agit de redorer l'image du président Paul Biya. Auprès de qui? D'abord, la cible de ces cabinets, c'est quoi? C'est quoi la cible? Les sénateurs américains, c'est qui? Le Parlement américain. En fait. D'abord, le Congrès américain. Auprès des institutions américaines. D'abord. Des institutions américaines.
Et quand je parle de ces institutions américaines, je commence par le Parlement américain, le Congrès. Parce que c'est là-bas que tout se fait, c'est là-bas que tout se décide. Même si, à un certain moment, on s'est rendu compte que les États-Unis se sont rendus très préoccupés des questions nationales camerounaises, c'est parce que le Parlement américain a appuyé, a mis le doigt sur l'accélérateur de l'exécutif américain. Pourquoi? Ça veut dire que nos compatriotes de la diaspora sont passés avant dire des choses sur notre pays. Absolument, absolument. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que dans mon propos initial, préliminaire, j'ai insisté sur le rôle et l'influence de la diaspora camerounaise aux États-Unis. Je crois que c'est la plus importante diaspora camerounaise à travers le monde, en termes de nombre, en termes de capacité, en termes de ressources intellectuelles, techniques, compétences. Ce sont les Camerounais des États-Unis. Donc, ils ont un rôle prépondérant. J'allais même dire qu'ils ont anticipé sur la bataille qui se joue aujourd'hui sur le plan de l'élection présidentielle. Ils l'ont anticipé par rapport à la crise anglophone, qui date d'il y a bientôt 2 ans. 2 ans. Et il faut dire que si, sur le terrain, on se rend bien compte que les populations sont en train de respecter des mots d'ordre, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui agissent dans l'ombre. Et selon un certain nombre d'informations officielles et officieuses, l'influence de la diaspora est importante dans le comportement des acteurs politiques, non politiques, sociaux ou des autres acteurs. Je ne vais pas citer des acteurs qui jouent des rôles qui ne sont pas conventionnels. Je vais rester dans les rôles conventionnels, pas des rôles non conventionnels. Parce que là, c'est un autre débat. Mais je dis, ils jouent un rôle très important. Et vous savez qu'aux États-Unis, comme partout ailleurs à travers le monde, la diaspora a un rôle très important sur le plan économique. D'ailleurs, les pays d'Afrique de l'Ouest nous le montrent. Ah oui. À travers, parce que l'argent que la diaspora... Ils ont tout un ministère là-bas. Le Mali, le Sénégal, ils ont tout un ministère chargé de la diaspora. Des Sénégalais à la diaspora. Le Mali également. Et beaucoup d'autres pays. Et je pense que le Cameroun gagnerait à copier cet exemple. Il me semble même qu'après l'une des dernières visites du chef de l'État à l'étranger, il avait fait des promesses à la diaspora. Parmi lesquelles le souci de régler la question de la double nationalité, qui n'est toujours pas réglé. Et qui est un problème. Il y a eu un forum dernièrement. Hein? Oui, il y a eu un forum récemment. La diaspora. Et parmi les résolutions qui avaient été adoptées, je pense que la diaspora, cette diaspora-là, il faut préciser, ce n'était pas toute la diaspora, c'était la diaspora pro-régime Paul Biya. La diaspora du RDPC. Et assimilée, s'il faut le dire ainsi. Parce que la diaspora, l'opposition n'était pas à ce forum. Et ceux-là ont posé les problèmes, certains problèmes de diaspora. Oui. Je parlais de la double nationalité, mais également un certain nombre d'actions qu'il faut mener pour leur permettre d'investir sans tracasserie au Cameroun. Edmond Kanga, pour revenir à ma question, la cible. La cible. J'ai commencé par... Vous avez parlé du Congrès américain. Pas le Congrès américain, dans les institutions américaines. Oui. A commencé par le Congrès, qui joue un rôle d'influence fondamentale. Et c'est grâce au Congrès américain que nous avons eu des soldats américains au Cameroun. C'est parce qu'ils avaient donné leur quitus, leur feu vert. Et c'est parce que c'est le Congrès, et en particulier le Sénat, qui permet de valider un certain nombre d'actions importantes que prennent les exécutifs américains à travers le monde. Tant que le Congrès en général et le Sénat en particulier ne valident pas, aucune action ne peut être menée aux États-Unis comme partout à travers le monde. C'est pour cela qu'il faut agir au niveau du Congrès américain. Ensuite, il y a l'exécutif qui applique, qui exécute, qui est le gendarme du monde à travers l'action que mène le président américain, son secrétaire d'État et toute son administration au niveau des affaires étrangères, au niveau de la défense et autres. Mais il y a également, il faut le souligner, en dehors des institutions américaines, il y a les institutions onusiennes. L'ONU. Quand on parle de la communauté internationale, il faut commencer par entendre l'ONU, les Nations Unies, qui sont basées à New York. Aux États-Unis, nous sommes encore aux États-Unis. Ce n'est pas par hasard que le chef de l'État, au-delà de l'impact de la diaspora, il y a la communauté internationale. Et une partie de la communauté internationale siège chaque année, tous les mois de septembre, de septembre à décembre, l'Assemblée générale de l'ONU. Et il se passe des choses là-bas. Lorsque les États membres de l'ONU se retrouvent tous les mois, chaque année au mois de septembre, il y a un certain nombre de problèmes qui sont posés dans l'ordre du jour. Il y a, après l'Assemblée générale, il y a le Conseil de sécurité qui prend des recommandations et même des résolutions sur des questions importantes que lui transmet le secrétaire général de l'ONU quand il se rend compte qu'il y a des situations très préoccupantes concernant la paix et la sécurité à travers le monde, il les pose. Donc, Paul Biya s'adresse aux États-Unis, Paul Biya s'adresse à l'ONU, Paul Biya s'adresse à l'ensemble de la communauté internationale.
Donc, quand je parle de communauté internationale, je pense d'abord aux 5 membres permanents de l'ONU. Les États-Unis. Qui ont le droit de veto. Chacun des 5 ont le droit de veto. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et la France. Et la France. Vous voyez bien, je termine par la France. Ce n'est pas par hasard. Parce que la France est considérée comme ayant, j'allais dire, tenant le précaré d'un certain nombre de pays, anciennes colonies en Afrique, même si le Cameroun n'a jamais été une colonie, ni de l'Allemagne, parce qu'on était un protectorat allemand, on n'a pas été la colonie de la Grande-Bretagne, ni de la France. La France, on était sous mandat, ensuite sous tutelle de la France et des États-Unis. Donc en fait, Paul Biya fait d'une pierre plusieurs coups. Il s'adresse aux États-Unis, il s'adresse à l'ONU, il s'adresse à la communauté internationale, et il espère ainsi, à travers l'efficacité présumée de ce cabinet, de ces lobbyistes, parce que c'est un groupe de lobby, c'est des lobbyistes qui pourront agir de manière efficace pour influencer la communauté internationale sur les actions qu'ils pourraient éventuellement prendre, parce que n'oubliez pas que le Cameroun est indexé et à l'œil dans le collimateur de l'ONU en ce moment sur la question des droits de l'homme. Il y a eu une première vidéo, il y a eu une deuxième vidéo. Et la Commission onusienne des droits de l'homme n'a pas pu entrer au Cameroun parce qu'ils n'ont pas eu de visa pour pouvoir mener une enquête sur le terrain. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, un certain nombre d'actions devraient être menées par ces cabinets, par ces lobbyistes, pour essayer de relativiser les positions qui sont en train d'être prises et qui sont même en train d'être diligentées à travers les différents pays membres de l'Assemblée générale de l'ONU, à travers la communauté internationale, pour qu'en ces temps prochains, éventuellement, la question de la crise anglophone ou du Cameroun soit posée sur la table. Donc, il s'agit d'influencer, d'agir de manière à rendre moins grave la situation du Cameroun à l'extérieur et de permettre ainsi que d'ici l'élection présidentielle, il y ait un peu plus d'apaisement, un peu plus de tension, parce que c'est ça le terme, un peu moins de tension entre le Cameroun et la communauté internationale. Max Wabo, je vais vous donner les contrats, la durée. Avec le cabinet américain Peyton Box, ça va jusqu'en décembre 2019. Avec le cabinet américain Mercury, août 2018, août 2019. Quand vous regardez ça, ça veut dire que Paul Biya est sûr de remporter l'élection du 7 octobre. Mais c'est évident, hein, c'est évident. Il faut quand même que... vous voyez... il a déjà remporté? Écoutez, je ne peux pas de prime abord dire que... Mais on regarde des contrats. Je peux répondre, parce que quand on reste sur des contrats, si vous signez un contrat qui va jusqu'en 2019 pour une élection... Ça veut dire que vous serez là. C'est-à-dire que vous êtes certain que vous serez là. Et plus le président Biya, je pense que je vais revenir un peu à ce que disait Edmond, parce que s'il veut laver son image à l'extérieur, c'est justement parce qu'il voudrait l'apaisement. Parce qu'il y a un ensemble de décisions qu'il risque de prendre pendant cette période des élections ou bien après les élections. Comment vous le savez? Oui, bien sûr. Sinon, j'ai envie de me poser la question, quel est le type de contrat qu'on peut signer qui va jusqu'en 2019? C'est que pendant que je serai en train, bon, je voudrais dire chicoter entre guillemets, pendant que je serai en train de vous chicoter pour certaines revendications, il faudrait bien que quand vous criez, qu'il y ait des gens à l'extérieur, il y a des gens qui sont en train de dire à l'extérieur, non, on n'est pas en train de chicoter. On peut comprendre comme ça. Donc pour moi, c'est ce type de contrat, ça peut, comment dirais-je, on peut déjà envisager un certain nombre de choses, on peut prévoir un certain nombre de choses sur l'attitude du président Biya pendant ces élections. Mais je ne voudrais pas dire, d'office que le président Biya est convaincu qu'il va gagner, même si il a ses préfets et un ensemble de personnes derrière lui. Voilà, Wéfé Kanga, lorsqu'on signe ce genre de contrat, il ne signe pas pour l'après-présidence. Ça veut dire qu'en 2019, il sera encore là. Et il y a la CAN, on a avancé un certain nombre de choses, les chantiers qui vont à pas de tortues et tout ça. Exactement. La guerre à l'international n'est pas toujours la guerre militaire comme on peut le croire. La guerre, elle est dans les mots, elle est dans l'information, elle est dans ce qu'on veut communiquer à l'opinion publique. Les populations sont en général, malheureusement, on est obligé de dire ça comme ça, les populations sont en général très naïves et très manipulables. Le fait que nous avons aujourd'hui nous montre la dangerosité des informations que nous recevons au quotidien à la télévision et à travers les médias de masse. Ça veut dire que il est possible
possible de monnayer quelqu'un pour qu'il raconte une version de soi qui n'est pas toujours la vérité. Mais puisqu'il a été rémunéré pour cela, il faut qu'il dresse un portrait conforme à des intérêts précis qu'on défend. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de l'histoire, certaines choses sont arrivées qu'on a compris que sur le tard. Que ce soit en Amérique latine, l'assassinat du président chilien Salvador Allende en 1973, parce que dans les faits, officieusement, il avait refusé la renationalisation des mines de cuivre au profit des États, la privatisation des mines de cuivre au profit des États-Unis, mais officiellement, c'était quelqu'un qui ne respectait pas son propre peuple. Le même cas s'est passé avec Fidel Castro, qui a tenu bon à la fameuse répression américaine, et aujourd'hui, on voit que malgré la méchanceté, entre guillemets, de Castro, Cuba est l'un des principaux pourvoyeurs de médecins dans le continent sud-américain. Quand on vient en Afrique, on a eu un cas de figure comme ça aussi, lorsque Sékou Touré a refusé l'assujettissement à la France en 1958, et qu'il y a eu la fameuse opération Persil, une campagne massive de prolifération de faux billets et de campagne abusive de retrait des banques françaises, de sabotage national complet, ourdi par le général de Gaulle contre la Guinée-Conakry, et les informations qui fuitaient à l'extérieur étaient que voilà, Sékou Touré n'a pas une politique humaniste pour le bien de sa population. La même chose lorsque Thomas Sankara s'était rendu en 83 au sommet de Vittel en France et que François Mitterrand avait reconnu que Thomas Sankara est un enfant qui dérange, il a fallu que dans les 3 années qui suivent, les informations sur Thomas Sankara convergent dans le sens selon lequel la révolution burkinabé a été faussée et que voilà, elle ne converge pas vers le bien des Burkinabés, et on sait ce qui est arrivé à Thomas Sankara par la suite, mais on voit comment après le départ de Sankara, le Burkina Faso ne se porte pas mieux qu'avant. Le cas le plus récent concerne le colonel Mohamed Kadhafi. On ne va pas revenir sur toutes les réformes économiques qu'il avait mis sur pied, mais ça permet de comprendre à l'international que les versions des faits que nous avons souvent des journaux étrangers et même des journaux locaux ne sont pas toujours conformes à la vérité. Cette fameuse stratégie de lobbying est la principale arme par laquelle les institutions procèdent aujourd'hui quand il n'y a pas d'affrontement militaire direct. Les Africains sont donc appelés à la prudence, parce que le problème qu'on a avec nos compatriotes africains, c'est que nous avons toujours la question de la source. Lorsque c'est un média, une plateforme africaine qui communique une information, et la crédibilité, elle est accordée sans vérification aucune, pour peu que ce soit un média étranger, alors que les inventeurs même de ce concept de lobbying sont ces principales plateformes étrangères. Lobbying n'est qu'un mot. Le même concept de lobbying est transformé en propagande quand ça n'arrange pas les institutions internationales. Justement. On a parlé de New York comme le siège de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le siège des principales institutions mondiales. Et justement, quand ça part de New York, c'est positif, c'est du lobbying, c'est de la communication, ce sont les relations internationales. Mais quand ça converge dans l'intérêt d'un individu, on va dire hostile, par exemple Vladimir Poutine ou Kim Jong-un, on pourrait tout aussi bien dire que les médias russes font du lobbying envers le président Poutine, c'est de bonne guerre pour lui, et que la Corée du Nord aussi procède de la même façon envers Kim Jong-un, mais ce n'est plus du lobbying, ça devient de la propagande quand ça n'arrange pas ceux qui se présentent en communauté internationale. Lorsqu'on présente le Conseil de sécurité de l'ONU, vous l'avez brillamment présenté aujourd'hui, évidemment, on se rend compte que l'Afrique est en quelque sorte hors-jeu. Elle n'a pas de membre permanent qui dispose d'un droit de veto. Donc, il n'y a personne justement pour faire prévaloir les intérêts de l'Afrique. C'est quelqu'un d'autre qui décide pour l'Afrique ce qui est bien pour elle. Vous voyez, donc c'est en raison de ce type c'est à la lumière de ce type de déséquilibre qu'on a d'un côté le lobbying, de l'autre côté la propagande. Alors, pour terminer avec la vision du président de la République, oui, il essaie de redorer son blason parce que sur le long terme, il y a, comme on le disait hier, le Cameroun ne s'arrête pas avec les élections. Il y a la CAN, il y a les crises anglophones qui n'est pas encore réglée, et on sait que la meilleure façon de faire chuter un président, c'est de profiter d'une crise comme celle-là pour dire voilà, il tire sur son propre peuple, il manage mal, la naïveté soulève les populations, et font tomber leur président, et donc il s'adresse à ceux-là qui portent l'information, on va dire, la plus que l'opinion publique internationale considère comme la plus crédible, et il aimerait que les points positifs attribués à lui viennent justement des États-Unis. Mais la question demeure quand même dans un contexte de rationalité, dans un contexte aussi d'économie et de transparence sur la gestion des finances. La question se pose, est-ce que les fonds alloués à ce lobbying ont un sens au regard des manquements du Cameroun si ces fonds-là sont publics, et de l'autre, est-ce que voilà, il n'y avait pas la possibilité, même sous l'échiquier, même sous le prisme, sous le cocon camerounais, de présenter une image positive du Cameroun. On va le voir. Redorer son blason, Brice Kemajou, redorer son blason à $100,000 le mois au cabinet américain Mercury, c'est cher payé quand même, non?
non seulement c'est cher à payer, mais aussi la question qu'il faut se poser, c'est, je veux dire, monsieur Edmond tantôt parlait, en fait, il a précisé, c'est quelque chose d'important. Il a dit, c'est de redorer l'image du président, de la personne, avant même de parler du Cameroun. Oui. Et donc, moi, je vois... le président d'abord, avant le Cameroun, c'est bien, si je veux me réfère à ce que vous avez précisé tantôt. Oui, c'est les deux. Donc, mais en partant premièrement de lui, n'est-ce pas? Oui, lui d'abord. Pour moi, je vois ça un peu, exactement. Donc, moi, je vois ça un peu comme ce retour, en fait, au culte de l'image des années 80, 70. Pourquoi est-ce que le président, parce que Paul Biya n'est pas le Cameroun, il représente le Cameroun, n'est-ce pas, sur la scène internationale. Donc, est-ce qu'il a besoin vraiment de redorer son image à lui? Il faut d'abord qu'il puisse faire du lobbying pour redorer l'image. C'est une image qui a été écornée. Il le fait parce qu'il y a eu quelque chose. Exactement. Mais bon, si on vit dans une démocratie participative, je pense que la meilleure idée serait aujourd'hui de plutôt redorer son blason auprès des Camerounais. Je pense que le meilleur lobbying serait auprès des Camerounais aujourd'hui. Et j'ai pris plusieurs exemples tantôt. C'est-à-dire, il faut écouter un peu ce qui arrive là. C'est-à-dire qu'on parle de près de $100 000 par mois pour du lobbying. Bien, on pourra aussi dire de la corruption. Non, est-ce que c'est de la corruption? Non, mais je veux dire, si vous allez vers le Congrès américain pour redorer votre image devant le Congrès américain, pourquoi ne pas redorer votre image devant les Camerounais de manière démocratique? Moi, aujourd'hui, ce qui rendez-vous, c'est le 7 octobre. Hein? On espère bien que la démocratie marchera. Ce que moi, je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ils dépensent près de $100 000 par mois. Quand on regarde par exemple une étude menée par Jeune Afrique aujourd'hui, il y a quelques mois, c'est-à-dire que le président Paul Biya est parmi les présidents, normalement, est parmi les présidents les moins payés d'Afrique. C'est-à-dire que normalement son salaire devrait être de 130 000 francs CFA par mois, soit 200 €. Donc on peut se poser la question aujourd'hui de savoir, mais d'où vient en fait les $100 000 qu'il dépense chaque mois, ou encore les 600 millions de francs CFA qu'il dépense pour Mercury, ou encore les 5 milliards de francs CFA qu'il a dépensé depuis 2004 jusqu'à 2017 pour Bretton Woods. Donc ça pose exactement ça pose en fait la légitimité des sources de revenus du président Paul Biya. Donc on pourrait éventuellement, sans courir le risque de se tromper, dire en fait qu'il puise dans les fonds publics, c'est-à-dire qu'il prend l'argent du contribuable camerounais aujourd'hui pour laver son image à lui. Parce que je reviens encore sur ce que vous avez dit tantôt, vous ne parlez pas du Cameroun, vous parliez de l'image de Paul Biya. Mais ayant dit même cela, je veux revenir aussi sur ce que vous avez dit. Vous avez fait une erreur fondamentale ici. Vous avez dit quelque chose d'assez incongru. C'est-à-dire que vous avez pris le fait que l'ONU soit dans les États-Unis pour créer une corrélation qui n'existe pas entre le fait qu'il fasse un lobbying vers le Congrès américain, et vous avez pris ça pour faire un raccourci pour arriver au fait qu'il fasse du lobbying à l'ONU ou encore à la communauté internationale, parce que dans l'ONU on sait bien qu'il y a les 5 membres permanents. Moi je trouve que c'est en bas de la ceinture. Donc moi je vais remonter au-dessus de la ceinture. Effectivement, il y a du lobbying, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je voulais parler aujourd'hui de corruption. Parce que je veux dire, quel président aujourd'hui a besoin de faire du lobbying à l'extérieur de son pays? S'il faut faire du lobbying, c'est auprès des Camerounais, n'est-ce pas? Donc moi aujourd'hui, je vois le fait qu'il intervienne auprès du Congrès américain comme étant quelque chose. Il travaille pour son compte personnel en utilisant les comptes publics. Et si permettez-moi de terminer par cela. Je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut saluer les initiatives du MRC avec Maurice Kamto, par exemple, quand il parle de ratifier en fait l'article 66 de la Constitution, je veux dire de demander en fait aux administrateurs publics de pouvoir en fait déclarer leurs biens. Si Paul Biya avait pu déclarer ses biens aujourd'hui, on ne serait pas aujourd'hui en train de spéculer. C'est le MRC qui demande ça? Oui, quand vous écoutez plusieurs fois Kamto, il parle, lui-même le dit, c'est-à-dire que c'est un article de la Constitution. Oui, l'article 66 qui parle en fait des biens publics c'est-à-dire que aujourd'hui on se rend compte que si on avait pu avoir cet article qui avait été ratifié beaucoup plus longtemps que ça, on aurait su en fait les sources de revenus du président. Si on l'avait appliqué. Si on l'avait appliqué, pardon, ratifié. On aurait su en fait les sources de revenus du Paul Biya, et on ne serait pas en train de spéculer aujourd'hui sur savoir d'où est-ce que vient cet argent, ces 5 milliards, etc., etc. Edmond, oui, rapidement. Je voudrais peut-être ajouter un peu de l'eau au moulin de mon voisin d'en face. Brice. En réalité, Brice, ce que Brice dit, c'est vrai. Vraiment, n'ayons pas peur de marcher des mots sur de la corruption. Mais effectivement, Brice, il ne pouvait pas. Le président Biya n'a pas besoin de laver son image au Cameroun. Il ne peut pas le laver. C'est connu. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas faire 36 ans. Vous avez un peuple qui souffre. D'accord? Un peuple qui vit dans la misère. On a passé le temps à nous dire que le Cameroun est un pays de paix. Quand la guerre est arrivée, le slogan est mort. Du coup,
le président Biya, il viendra dire quoi aujourd'hui? Si vous avez fait 36 ans de misère, il viendra vous dire quoi aujourd'hui pour que ça puisse être vrai? Il a besoin d'aller à l'extérieur, mais c'est une forme de corruption. Pourquoi le président Biya va à l'extérieur? Parce qu'il pense, il connaît même également la force à l'extérieur. Vous comprenez? Donc il redoute même l'extérieur. Vous comprenez? Il redoute l'extérieur. Quant à l'intérieur, il est convaincu qu'il a déjà neutralisé les Camerounais. Hein, parce qu'effectivement, quand vous regardez sur la scène politique camerounaise, les Camerounais ont bel et bien été neutralisés par le président Biya. Le président Biya redoute l'extérieur. Vous comprenez? Donc il est neutralisé, c'est-à-dire? Mais bon Dieu, mais vous avez un Cameroun où les gens ne pensent même plus. Vous avez un Cameroun où vous dites aux gens, allez vous inscrire. Les gens vous répondent, ça va servir à quoi? Le président Biya a déjà gagné. Vous avez même des Camerounais qui pensent qu'à part le président Biya, personne ne peut plus diriger ce pays. Attends, nous sommes combien de Camerounais? 25 millions, 26 millions. Encore que même les chiffres qu'on avance, c'est des chiffres propres à Issa Tiroma et son gouvernement, pour la simple raison qu'on ne nous a jamais donné de manière claire les chiffres exacts sur la population camerounaise. Mais vous trouvez donc des gens qui pensent. Quand peut-vous tenir un langage dans la société? S'il n'est plus là, qui va diriger le pays? Vraiment mieux qu'il reste là. Ça, c'est des langages de caniveau et de sous-quartier. Parce qu'on pense que le président Biya est le plus intelligent. Alors, qu'on ne laisse pas croire que sur 26 millions de Camerounais, que le président Biya est le plus intelligent. C'est là où je dis qu'il a réussi à neutraliser les Camerounais. Et c'est pourquoi je dis encore, et je l'ai dit une fois ici là, qu'il faut exorciser le peuple camerounais. D'accord? Le peuple camerounais. Qui va le faire? Pardon? Donc, qui va le faire? Mais écoutez, j'ai même souvent une coutume de dire aux gens, parce que je vais vous dire comment il a pu neutraliser le peuple camerounais. Un, vous avez des églises. Vous avez des églises. D'accord? Et c'est la liberté de conscience. Je vais vous répondre, Serge Alain. Vous avez des églises qu'on a créées. On réussit dans ces églises à dire, ne vous intéressez pas à la politique. Mais il faut bien que les Camerounais sachent que si vous ne vous intéressez pas à la politique, alors vous allez subir la politique. Et les Camerounais ont opté pour subir la politique. Mais je dis de manière claire. C'est justement ces églises qui pouvaient jouer le rôle pour les conscientiser, pour dire aux gens, intéressez-vous. D'accord? Comme ils fonctionnent sans agrément, parce que si vous allez au ministère de, c'est quoi, de l'administration territoriale, on vous dit qu'il y a 47 églises qui sont reconnues, mais dans mon quartier, il y en a peut-être 100. Du coup, ça pose un problème. Vous avez un pasteur qui sait très bien que son église n'est pas en règle. Si ce gars vous dit, je vous en prie, Serge Alain, il vous dit, intéressez-vous pour la chose politique, dès le lendemain, on a fermé. On a vu ici à un moment donné, on avait fermé les églises, n'est-ce pas? Comme on est un pays extrêmement corrompu, le lendemain, ces églises ont ouvert les portes. Effectivement. On avançait, on brandissait l'argument de la paix sociale. Dites-moi, Edmond Kamgia, Mercury, il faut le dire, a été engagé par une entreprise camerounaise, je ne veux pas donner le nom ici, basée à Yaoundé. C'est cette entreprise qui va se charger de verser les 660 millions. Selon vous, qui se cache derrière cette entreprise camerounaise? Avant de répondre à cette question, avant de répondre à cette question, je vais dire un mot par rapport à la réaction de M. Kemajou sur ce qu'il a considéré comme un raccourci que je faisais sur le travail que Paul Biya sollicite, n'est-ce pas, de ses cabinets pour le lobbying, son impact par rapport aux États-Unis et le lien avec les Nations Unies, avec l'ONU. Si vous maîtrisiez un peu les canaux diplomatiques, comment fonctionne la diplomatie, je vous dirais que vous comprendrez très vite pourquoi je l'ai dit, mais malheureusement, vous n'êtes pas diplomate comme moi je le suis. Si vous saviez... Vous pourriez alors m'expliquer tout de suite. Si vous saviez, si vous connaissiez la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, je crois que vous comprendrez pourquoi je le dis. Vous pouvez élaborer dessus. Bien sûr, je voudrais dire que la diplomatie, c'est un univers réservé à tous les présidents de la République. Le patron de la diplomatie dans chaque pays du monde, c'est le président de la République. Effectivement. Et il le délègue simplement au ministre chargé des relations extérieures, qui est le seul membre du gouvernement à pouvoir porter le titre Excellence comme le président de la République. Et pour vous dire que ce qui se passe à l'ONU est d'autant important que chaque État à travers le monde a non seulement un ambassadeur dans le pays qu'on appelle les États-Unis, mais un ambassadeur à l'ONU. Le Cameroun a un ambassadeur à l'ONU. Jusque-là, nous sommes d'accord. Vous ne savez pas le travail que mène l'ambassadeur du Cameroun à l'ONU. En étroite collaboration avec l'ensemble des institutions spécialisées de l'ONU, à l'intérieur comme hors de l'ONU, y compris au Cameroun. Je suppose que vous le savez alors.
Parce que, comme je dis tantôt, c'est-à-dire que... Vous permettez? Pardon. Vous permettez? Allez-y. Je vous expliquais comment fonctionne la diplomatie, qui est le patron de la diplomatie. Et maintenant, je rentre dans le lobbying. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Non, vous avez donné les fonctionnalités de Jusque-là, on est d'accord? Vous avez donné les fonctionnalités. Non, en fait, de la allez-y, diplomatie. Edmond Kamgia, sur ma question. Oui, voilà. Cette société-là, camerounaise, qui va se charger de verser l'argent. Vous pensez qu'il y a des personnes derrière, des Camerounais derrière cette société? C'est clair qu'il y a des personnes. Parce qu'on ne veut pas verser directement l'argent aux Américains. Oui, oui, et c'est clair, c'est des personnes ou des groupes de personnes. Mais ce qui est certain, si ce contrat existe, c'est parce que il y a des hommes qui ont travaillé pour que ce contrat puisse exister. Il y a des structures constituées de groupes de personnes qui agissent dans le cadre de ce lobbying-là. Ce qu'il faut noter davantage à travers ce contrat, c'est de dire qu'en réalité, le chef de l'État se retrouve dans une situation très complexe, dans un contexte sociopolitique difficile, où non seulement il est appelé à poser des actes qui l'amènent, comme a dit l'ambassadeur des États-Unis, à entrer dans l'histoire, à l'image de George Washington, Nelson Mandela, c'est-à-dire sortir par la grande porte. Parce qu'il a ce souci. Même s'il ne le montre pas, s'il a ce souci, parce qu'il avait dit à Yves Mourouzi en 1990 qu'il aimerait être celui-là qui est considéré par les Camerounais comme celui qui a apporté la démocratie, la prospérité. Même si malheureusement... Max Ouabo ne semble pas être... Non, il avait promis. Et ça, c'était en 90, n'est-ce pas? En 90, c'était en 90. Ça fait près de... Ça fait beaucoup d'années. 27 ans. Et nous ne sommes pas dans la prospérité, je vous le concède, parce que nous sommes un pays PPTE et la démocratie n'est pas au niveau achevé comme on l'aurait souhaité. Je vous ai dit sur cette question précise, avant de chuter, que si nous avions, parce qu'on a beaucoup parlé ici de l'article 66 de la Constitution, c'est la Constitution qui date de 1996. Si cet article existe, c'est parce qu'il y a eu un consensus entre les hommes politiques, les partis politiques à la tripartite, pour qu'il y ait un certain nombre de dispositions qui permettent au Cameroun de partir sur de nouvelles bases. Il y avait également une disposition sur la limitation de mandat présidentiel qui malheureusement a été supprimée en 2008. Et l'article 66, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas appliqué, malgré l'adoption d'une loi. Il y a une loi qui est basée sur l'article 66, sur la déclaration des biens à avoir. Aujourd'hui, il ne reste plus que les décrets d'application qui doivent être signés par le président de la République, qui ne l'a toujours pas signé. En réalité, cela signifie quoi? Il y a une absence de volonté de transparence. Parce qu'il y a eu une occasion en or que le Cameroun ou le gouvernement camerounais aurait pu montrer aux yeux du monde entier, sans avoir besoin de lobbying, du seul lobbying, là, que voilà, en adoptant, en modifiant le code pénal, parce qu'on a un nouveau code pénal, il a été totalement réformé. Il y a deux choses qui ne figurent pas. Et ces deux choses-là auraient montré aux yeux du monde que Paul Biya va véritablement vers la transparence au niveau de la gouvernance, au niveau de la charte que nous avons signée en 2000, la charte de 2007 que nous avons signée, la charte africaine sur la démocratie et des élections et la gouvernance. Et ces deux articles, ce sont lesquels? L'article 66, l'article 66 de la Constitution, qui permettrait au président de la République, au Premier ministre, à tous les élus, conseillers municipaux, sénateurs, à tous ceux qui gèrent les biens de l'État, de déclarer les biens à avoir au début, avant de prendre leurs fonctions, et après. Malheureusement, les décrets qui auraient permis que cela existe n'existent pas. Paul Biya ne les a pas signés. Donc il y a cette absence de volonté qui est manifeste et qui nous met dans une situation très complexe. Oui, Max Ouabo. Je voudrais dire que je connais mon ami Edmond de suffisamment sérieux. Vous voyez, j'ai toujours la chair de poule. Lorsque on veut dire que le président Biya il voudrait laisser le pouvoir, il veut quitter en entrant dans l'histoire, comme celui-là qui a porté la communication. Non, ce n'est pas vraiment, je ne pense pas que dans son fond intérieur, le président Biya raisonne même comme ça. Parce que s'il raisonnait comme ça, on n'allait pas avoir tous les dérapages que nous avons. Premièrement, l'article 66, lui-même, il ne l'applique pas. Ouais. D'accord? Il ne l'applique pas. Parce qu'il est dans des conditions telles qu'il ne peut même pas appliquer. Il n'a même pas ratifié. Il est dans des conditions telles qu'il ne peut même pas appliquer. Bon, alors, du coup, le gouvernement qui l'entoure, je crois qu'on a tout un gouvernement qui se trouve à Nouvelle ou en Kondengui. Et c'est encore lui-même qui poursuit tous ces gens qu'il a nommés. Donc, pour moi, c'est un échec. Donc, je veux que quand on parle, on ne dise pas démocratie, démocratie. Parlons donc de la modification de la Constitution.
J'aime souvent dire aux gens que c'est le président Biya qui a montré aux autres présidents africains qu'on peut modifier une constitution et qu'on peut toucher justement le point qui parle de la limitation des mandats. Lorsqu'il a fait en 2008, regardez d'autres pays de la sous-région. Dès que le président Biya a modifié, je vous ai dit que le Cameroun, il a réussi à neutraliser les Camerounais. C'est passé au Cameroun. C'est passé au Cameroun. Et vous voyez, d'autres présidents africains ont suivi. Il y a un deuxième article que oui, le deuxième, après le 66. Après l'article 66, c'était l'opportunité que nous avons eue. Et la société civile, les partis de l'opposition ont insisté là-dessus. Une loi, même le barreau avait insisté là-dessus. Malheureusement, ils n'ont pas été écoutés. Une disposition qui condamnerait l'enrichissement illicite. Malheureusement, il n'y a aucune clause, aucun texte qui condamne l'enrichissement illicite. Parce que s'il y avait ce texte-là, je peux vous assurer qu'un certain nombre de dérapages aujourd'hui n'existeraient plus. Malheureusement. Et les éléments que je cite là, ne sont pas l'actif du président Paul Biya. C'est plutôt le passif. Okay. C'est là, je parle d'une absence de volonté de transparence. Et c'est pour cela que je disais tantôt que malgré ce souci de lobbying qu'il effectue, il y a les piliers qui ne sont pas bons. Les piliers ne sont pas bons, les bases ne sont pas bonnes. Okay. Parce qu'en réalité, il peut chercher à convaincre la communauté internationale, mais ceux qu'il doit le plus convaincre, ce sont les Camerounais. Okay. C'est les Camerounais qui doivent voter pour ou contre lui. Si les Camerounais ne sont pas d'accord pour voter contre lui sur le plan... s'il n'y a pas de transparence, c'est-à-dire s'il y a transparence aux élections et que les Camerounais se rendent compte que ce qu'ils attendaient de Paul Biya, ils n'ont pas eu, ils ne voteront pas pour lui. C'est ce que je tenais à souligner. Merci. C'est-à-dire, nous faisons bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà. Et également à vous Serge Alain. On se retrouve lundi 20h. Madame, Monsieur, vous l'avez compris, c'est donc l'essentiel du débrief. Je vous retrouve dans un instant. Voilà, retour sur le plateau d'Equinox Soir, toujours en compagnie des experts. Le premier qui va se prononcer, c'est Edmond Kamgia, éditorialiste, groupe Nouvelle Expression. Dites-moi, vous avez suivi une fois de plus Olivier Billet, président de l'UFP. Il brandit toujours l'argument selon lequel les services de la trésorerie générale de Yaoundé n'étaient pas ouverts lorsqu'il s'est présenté là-bas. Conséquence, il n'a pas pu déposer son dossier. Il me semble que le Conseil constitutionnel a statué sur les différents recours et a pris une décision. Aucun des recours n'a pu prospérer. Et donc, en ce qui concerne le recours de M. Olivier Billet, il va sans dire que c'était probablement sans fondement. Pourquoi? Parce que la Cour en a décidé ainsi. Mais il brandit l'argument selon lequel, si l'ECAM est resté ouvert jusqu'à minuit, normalement, la TG, Trésorerie Générale de Yaoundé, devait peut-être, un de ses services devait fonctionner jusqu'à 7 heures. Ce qu'il a peut-être ignoré, c'est que il n'y a qu'une seule institution qui a le devoir et l'obligation d'être ouverte jusqu'à minuit. Ce sont les structures de l'ECA. C'est ce que dit la loi. La structure qui a l'obligation d'être disponible, ouverte jusqu'à minuit, c'est l'ECA. En ce qui concerne la perception, moi je pense que si en réalité M. Olivier Billet savait très bien qu'il avait le temps de payer ce cautionnement, il a eu, j'allais dire, 7 ans pour le faire. Parce que entre 2011 et 2018, un certain nombre de choses pouvaient être faites, notamment au niveau de la préparation de chaque candidat. Et je vais dire et souligner ici que les 9 candidats qui sont passés dans le tamis, n'est-ce pas, du Conseil électoral, ce sont les candidats qui ont pu être à jour au niveau de tous les critères que la loi électorale... Là, vous apportez un bon point à l'ECAM? J'apporte un bon point à l'ECAM. Okay. Mais également un bon point au Conseil constitutionnel, qui, me semble-t-il, a fait un bon boulot. Parce que beaucoup même
avait imaginé. Est-ce que Paul Biya, c'est Biya Paul? C'est une question embarrassante. Parce que quand on regarde l'acte de naissance, oui. Parce que vous savez que l'une des conditions, c'est... Parce qu'un des candidats à recalé a introduit ça. Est-ce que Paul Biya, c'est Biya Paul? C'est la question que vous me posez. Oui, allez-y. Mais sur son acte de naissance, tout le monde sait que ce n'est pas Paul Biya. C'est Biya, il y a d'autres noms, et puis ça se termine par Paul Barthélemy. Donc on ne peut pas dire que Paul Biya, c'est Biya Paul. Donc il y a problème? Il y a certainement problème. Certainement, oui, il y a problème. Mais en réalité, lorsque je lis, je fais une lecture de la décision du Conseil constitutionnel, oui. je comprends pourquoi le recours a été rejeté. Eno Abraham Ebe a commencé par là, Biya Paul. RDPC. Parce qu'il a respecté l'ordre des noms dans l'acte de naissance. Oui, justement, il aurait pu dire Biya Binvanda Paul Barthélemy. C'est ça le problème. C'est la même personne. Biya Paul et Biya Binvanda Paul Barthélemy, c'est la même personne. Biya Paul n'est pas Paul Biya. Oui. Mais Biya Paul est plus proche de Biya Paul Barthélemy. C'est un problème de proximité? Non, attendez. Monsieur, c'est Jalin. Oui. Mon ami Edmond. Non, le conseil a dit assiégé. Hein, c'est c'est fini. On ne peut pas révéler. Bon, sur Olivier Billet qui dit que on aurait dû ouvrir jusqu'à minuit comme Elecam. Vous voyez, mais ça vous fait rire depuis en fait, il a raison mon voisin, il a raison de rire parce que j'ai envie de dire que Olivier Billet, j'ai du respect pour lui, mais j'ai l'impression que c'est un farceur. Non. Je vais vous dire. Non, Max. Vous voyez, sur votre plateau, on a toujours coutume de... Je me tire le mot encore. Oui, c'est mieux. Bon, ok. Ouais, j'ai du respect pour Olivier Billet. Mais seulement, il faut noter que ce n'est pas la première fois que M. Olivier Billet se présente à une élection présidentielle. Mais écoutez, M. Olivier Billet, pour moi, je dis, il n'avait pas les 30 millions de francs. Parce qu'il a rempli, il a rempli toutes les conditions, sauf celle-là. La condition où il fallait justement déposer les 30 millions. Ouais. Mais qu'est-ce qui a empêché M. Olivier Billet? Mais il dit qu'il les avait. Si on avait laissé les jusqu'à minuit... Vraiment, je ne veux pas qu'on fasse... Ce n'est pas de la comédie que nous sommes en train de faire. Non, c'est pas de la comédie. Étant donné que ce n'est pas la première fois qu'il se présente à une élection présidentielle, rien n'empêchait M. Olivier Billet de venir payer. Encore qu'il faut dire, il s'est présenté, c'est à quelle heure? 23h? Alors, vous vous présentez à 23h. Est-ce que la loi a dit que la trésorerie devait rester ouverte jusqu'à minuit? Alors, ce n'est pas la première fois que M. Olivier Billet se présente à une élection présidentielle. À moins qu'il va me dire qu'il était encore en train de collecter l'argent et que c'est à 23h qu'il a obtenu un dernier 10 000 qui a monté la carrière à 30 millions. Vraiment, je dis encore ça, c'est de la rigolade. M. Olivier Billet, il savait très bien qu'il n'avait pas d'argent et quand il saisit le Conseil constitutionnel, c'est pour montrer, il dit autorisez-moi que j'aille verser. Je dis, j'aurais même voulu que le Conseil constitutionnel lui dise va verser. Il n'avait pas les 30 millions. C'est du quoi. Le Conseil constitutionnel a fait son travail et il faut saluer justement le Conseil constitutionnel. Au moins pour une première fois, je peux c'est un premier bon point pour le Conseil constitutionnel. Exact. Voilà, je reviens à vous, Ufili Kanga. Il y a un autre candidat recalé qui dit qu'il faut que la cagnotte, on ne va pas dire cagnotte, il faut que le cautionnement monte à 100 millions. Déjà lui-même, parmi les conditions, hein, il n'avait pas payé les 30 millions. Oui, c'est pour le gouvernement. Observez quand même qu'il est pasteur. Hein. Peut-être qu'il compte sur la collecte de l'argent de ses brebis. Hein. C'est une parenthèse tout simplement. Oui. On peut s'étonner. De 30 à 100 millions. Oui, c'est ce qu'il Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on peut s'étonner du fait qu'ils le disent parce qu'étant concernés et n'ayant pas pu réunir les 30 millions, c'est un peu contre-productif de leur réclamer. Mais on va dire en soi, c'est peut-être une façon de voir les choses en disant pour conférer davantage de prestige et de sérieux à l'élection présidentielle, peut-être que ce serait une procédure à adopter. C'est vrai que ça aura des allures discriminatoires pour ceux qui sont plus démunis, mais en tout cas ça permettra, on l'a vu avec Cabral Libi, pour chaque candidat, bon, au-delà des supputations sur les conditions dans lesquelles il a réuni cet argent, je veux bien accorder le bénéfice du doute au fait que la population ait participé, mais ça permet justement, lorsqu'on élève l'échelle comme ça permet de voir si celui qui prétend être candidat à la magistrature suprême, il a déjà l'assise populaire qui fait que il peut bénéficier d'un soutien à hauteur d'une somme comme celle-là. Les présidents des autres pays ont essayé de faire pareil. Le président béninois Patrice Talon tablait même sur près de 250 millions si
s'il le faut, pour conférer justement plus de prestige, plus de gala, plus d'allure institutionnelle, régalienne à justement l'élection présidentielle. Nous l'avons eu en 2011 avec les 23 candidats, dont certains étaient plus loufoques les uns que les autres. En fait, si cela nous fait rire aujourd'hui, c'est parce que c'est tellement ridicule et ridiculisant pour notre pays que ça en devient drôle. Lorsqu'on prend les réclamations de certains de ces candidats-là, il y en a qui ont créé le parti BIA, le Bilingual Yaoundé Political Party, le BIA Party, et qui réclamait avec tout le sérieux du monde qu'il est inacceptable qu'il y ait 2 BIA à l'élection présidentielle, quand le premier BIA confine à le nom de la dénomination du parti et l'autre fait allusion à la personne Paul Biya, qui n'a rien à voir avec son parti, le RDPC. On a l'une des femmes candidates qui a été aussi recalée, Madame Enveneux justement, qui avec le même type de sérieux disait que voilà, il ne faut pas s'attaquer au Dieu tout-puissant parce que l'élection, sa candidature à l'élection a été inspirée par Dieu lui-même. En fait, quand on atteint de telles profondeurs d'autodérision lors des élections sérieuses qui engagent l'avenir d'un pays comme le Cameroun, on peut se demander où est-ce qu'on va. Et justement, on a encore l'exemple de Monsieur Billet qui a eu tout le temps de déposer tout ce qu'il y avait à déposer et qui estime que ce sont les 60 dernières minutes de l'élection qui ont fait qu'il n'ait pas pu déposer son dossier. En fait, ça dénote d'un manque de sérieux. Or, les problèmes du Cameroun, ce n'est pas de la rigolade. Lorsqu'on a un candidat à l'élection présidentielle, la première chose sur laquelle il devrait s'appesantir, ce serait son projet. Nous avons de réels problèmes. Il faut que ces gens-là qui s'appesantissent, qui s'attardent sur le fait que tel ou tel dossier n'a pas été accepté, puissent répondre aux grandes questions qui nous concernent. Par exemple, pourquoi est-ce que le rattachement de la monnaie du Cameroun à la monnaie de l'Union européenne nous entraîne dans une fluctuation qui fait que si l'évaluation, l'appréciation de l'euro par rapport au dollar s'effectue, le franc CFA, la monnaie africaine, se retrouve aussi relevée alors que nous ne l'avons pas demandé, alors que la conjoncture économique de notre monnaie devrait obéir à l'évolution justement de notre production, de notre exportation, etc. Il y a de grandes questions qui engagent le Cameroun. Et c'est sur ce qu'il devrait s'attarder d'abord, et maintenant les sujets bureaucratiques viendront plus tard. Nous étions assez ridicules l'année, il y a 7 ans, en 2011, avec notamment Jean Djenga et Enco. Je ne savais pas qu'il était possible de descendre encore plus bas que le fond. Jean Djenga, c'est un candidat comme le reste. Oui, mais pour caricaturer, en fait, parce qu'en même temps, ce n'est pas si... Enfin, c'est plus sérieux que ça en a l'air. Lorsque vous dites aux compatriotes camerounais que dans les pays européens, l'eau est absolument gratuite et qu'un Camerounais de la diaspora vous écoute avec ses factures d'eau entre les mains, vous voyez bien qu'il y a un manque de sérieux dans la prétendue campagne. Voilà, je vais terminer avec vous, Brice. 30 millions à 100 millions, ce serait une élection pour les riches? À la différence de Ekanga, cette fois-ci, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, on peut On est passé de 5 millions à 30 millions. Hein. Oui, nous sommes passés de 5 millions à 30 millions. Viens nous dire que ça ne va pas augmenter. Oui, mais même si ça augmente, je ne pense pas que ce soit de bonnes nouvelles. Contrairement à ce que Ekanga pense, moi je ne pense pas que augmenter le prix de la caution serait bienvenu ou bien du moins une meilleure idée. Ça rendrait plutôt la campagne électorale au Cameroun élitiste. C'est-à-dire, on voit des gens aujourd'hui qui ont le potentiel économique de pouvoir déposer regardez par exemple aux États-Unis avec Donald Trump. C'est quelqu'un qui est assez riche. Il aurait pu avoir cette caution-là, mais est-ce qu'il a les capacités intellectuelles? Il faut aussi se poser... Le fait qu'on ait de l'argent ne veut pas dire qu'on a les capacités intellectuelles pour pouvoir diriger un pays. Donc je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée-là. Tu prenais l'exemple tantôt de Thomas Sankara, c'était pas quelqu'un de riche. Même encore au Cameroun aujourd'hui, les Oumniobé, etc., ils avaient besoin de réunir l'argent des populations pour pouvoir partir à l'ONU, par exemple, etc. Donc, exactement. C'est précisément la matérialisation d'un soutien populaire. Oui, mais la matérialisation... Mais on vit dans le contexte du Cameroun aujourd'hui qui dit quoi? C'est-à-dire que même pour les 30 millions que Kabal a dû réunir, ce n'était pas évident pour la population. Donc augmenter les 30 millions et aller à 100 millions, je pense que quelqu'un comme Kabal Libi n'aurait même pas pu se présenter aujourd'hui aux élections camerounaises. Donc je pense que oui, il faut des critères qui permettraient de rendre la campagne électorale au Cameroun beaucoup plus crédible, mais passer de 30 millions à 100 millions n'est pas la solution, mais alors pas du tout. Encore que la recommandation n'est pas la mienne. Ce qui me surprend dans cette proposition-là, faite par un candidat dont le recours a été rejeté, candidat qui n'a pas pu réunir 30 millions de francs pour payer son cautionnement, qui propose que ce soit élevé à 100 millions. Ouais, moi, je pense que ce candidat-là, en réalité, il est venu perdre du temps au Camerounais. Il est venu nous distraire. Et c'est la raison pour laquelle ce type de candidature, il faut vraiment l'évacuer. Mais voilà pourquoi il dit donc 100 millions. Mais lui-même, j'ai dit, lui n'a pas pu réunir 30 millions. Mais comment est-ce que celui qui n'a pas pu réunir 30 millions propose
que la prochaine fois ce soit 100 millions. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Je reste avec vous, Edmond Kamgia. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, 26 années après l'ouverture médiatique, le retour d'un Cameroun multipartisan, qu'il y a encore des régions au Cameroun où des partis sont, on va le dire comme ça, déclarés persona non grata. Des partis déclarés non... Comme ce qu'on a suivi dans le reportage. Avec LDF. SDF. Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais évacuer un point qu'on a évoqué avant le journal. Monsieur Kemajou me titillait un peu sur l'impact d'un lobbying au niveau de l'ONU. Et j'essayais de lui expliquer qu'en réalité, il n'y a pas une institution où il y a plus grand lobbying qu'à l'ONU. Okay. Les États se réunissent en groupe, comme groupe africain, groupe asiatique, pour faire porter des points importants de leur agenda dans les résolutions et les recommandations qui sont adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU ou par le Conseil de sécurité. Donc c'est là-bas qu'il y a de grands lobbying. C'est ça que je voulais lui dire en définitive. Maintenant, au Cameroun, aujourd'hui, depuis le retour au multipartisme, notamment avec les lois de 1990 sur les partis politiques et les premières élections pluralistes en 92, puis en 97, 2004, 2011 et à ce jour. Il n'est pas normal qu'il y ait des régions au Cameroun, au XXIe siècle, plus de 28 ans après le retour au multipartisme, que des partis politiques ne puissent pas avoir un ancrage dans cette région. Parce que le chef de l'État, pas en tant que président national du RDPC, mais en tant que président de la République, a eu à dire que chaque Camerounais doit se sentir partout chez lui. Et par analogie, je mets ça également pour les partis politiques. Chaque parti politique doit pouvoir exercer dans chaque parcelle du territoire du Cameroun. C'est la raison pour laquelle il y a eu des exactions au Cameroun, c'est-à-dire sur des partis politiques. En 92, on l'a vu, dans le Grand Sud, centre-sud, à l'Est, vis-à-vis des militants du SDF et du UDC, par exemple. Ça, ce sont des faits concrets. C'est des faits que j'ai eu à couvrir. Aujourd'hui, que dans certaines régions, comme on a vu dans le reportage, le SDF, encore le SDF, soit un parti qui ne soit pas le bienvenu, ça pose un réel problème. Non seulement au niveau du vivre ensemble, que l'on souhaite, que le gouvernement et la société souhaitent véritablement qu'elle soit concrète, mais également sur, j'allais dire, une démocratie véritablement apaisée. Parce que la notion de démocratie apaisée qui a été proposée par le gouvernement doit être ancrée sur le terrain. Il n'est pas normal que ce soit dans les régions du centre, comme on le voit encore, ou le SDF, parce qu'il y a eu un grand témoignage là. Il y a un parent qui a dit, parce que mon enfant, parce que je suis du SDF, mon enfant, lorsque je veux l'inscrire, on refuse de l'inscrire. Alors que le président de la République a dit que l'école primaire est gratuite. L'école primaire est gratuite. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que aller dans n'importe quelle école publique de la République, elle n'est pas gratuite du tout. Vous devez débourser quelque chose pour vous assurer que vous allez inscrire votre enfant. Et ça pose un problème de la concrétisation des mesures qui sont prises par le chef de l'État, qui demeurent parfois des promesses qui ne sont pas réalisées. Maxwabo, vous voyez, c'est une situation. Oui, c'est une situation malheureuse, hein. Mais on a également, je crois qu'au Nord, le président Maurice Kamto a eu le même problème avec son parti, où on a brûlé le drapeau, donc voilà ce qu'on vit au Cameroun. Mais la réalité, c'est parce qu'on ne veut pas dire un langage franc. Parce que j'ai envie même de vous dire, ça je ne vous apprends rien, mais il y a même des médias ici qui font la propagande du tribalisme, hein. Donc c'est courant et c'est connu, je ne vais pas les citer, ça rassurez-vous. Mais écoutez, maintenant, quand des situations comme ça se présentent, quelqu'un vous dit, mon enfant n'a pas pu aller, ne peut pas trouver du travail, parce qu'on dit que son père est du SDF, son trésorier régional, d'accord, il a été menacé au point de démissionner. Tout ça, on se pose bien la question, où est donc le vivre ensemble? Moi, je pense que c'est une situation sérieuse, et les Camerounais, justement, doivent s'y pencher, et le gouvernement également. Bon, peut-être je ne pense pas que le gouvernement encourage ça. Je pense que le gouvernement également devrait prendre des mesures pour que chaque Camerounais se sente chez soi. Et oui, Fidé Kanga, je vous ai vu vous tordre des rires lorsqu'on vous regardait les images de Mabanda dans le 4e arrondissement de les pieds dans l'eau. Oui, le plan d'urbanisme d'un pays, le plan d'urbanisme d'une ville. Nous en parlions encore en cours de journée en regardant la ville de Douala. Les quartiers de Bonapriso et les quartiers de Bonanjo rappellent un peu les grandes
cités européennes où vous avez vraiment l'impression qu'il y a une idée derrière la construction de la ville. Il y a Vous pensez qu'il n'y a pas une idée? Il y a ces rues à angle droit, mais maintenant dans la mosaïque de nos villes prises dans l'ensemble, vous remarquez que... Le plan en Dambier. Oui, ce plan en damier là qu'on peut retrouver à New York ou un peu plus oblique à Barcelone, en tout cas dans les principales, dans les villes auxquelles nous nous référons justement parce que nous prenons les pays occidentaux comme exemple, mais il faut croire que nous les prenons comme exemple à distance et nous ne matérialisons pas ce qu'ils font concrètement pour leur pays. C'est justement pour ça que les pays, enfin les quartiers les plus huppés de nos villes ont été plus ou moins dessinés et conçus par ces mêmes étrangers là quand ils sont venus chez nous. Douala, Bonapreso, Bonagne, je rappelle un peu l'architecture haussmannienne du baron Haussmann qui a fait les percées que nous observons dans la ville de Paris, notamment au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez nos villes, nos villages ou le pays tout entier, vous avez l'impression qu'on a construit parce qu'on a trouvé un terrain vague où il fallait construire. Il n'y a pas eu d'idée d'arrêt, il n'y a pas eu d'anticipation d'une catastrophe éventuelle, il n'y a pas eu d'études préalables pour prévenir ce genre de catastrophe. C'est pour ça que on va appeler ça comme il se devrait, par naïveté, par bêtise, parfois, nous appelons à la malédiction divine ou à la colère des forces de la nature qui nous ont envoyé cette catastrophe-là. Pourtant, tout résulte simplement d'un mauvais calcul urbain qui nous renvoie donc à la problématique que nous avions au départ où on se disait le président de la République, dans l'éventualité où les fameuses sommes allouées au lobbying étaient plutôt des fortunes publiques, voilà, ce sont des fortunes qui auraient pu être allouées à ce genre d'initiative. Dernièrement, le politicien congolais Jean-Pierre Bemba a été ramené, mais en tout cas il était incarcéré à la CPI, notamment pour une affaire de subornation de témoins. Oui. Subornation de témoins, c'est-à-dire vous payez quelqu'un pour qu'il dise de vous un bien que vous n'avez pas fait. Donc, à supposer que déjà de un, le président de la République aurait mis à contribution pour ses intérêts des fonds qui appartiennent à l'État camerounais pour que les instances, les cabinets qu'il a convoqués disent, en tout cas, fassent du lobbying, en tout cas de la propagande positive à son égard, quand bien même il serait coupable d'exactions dans les mois à venir, c'est en quelque sorte aussi une tentative de subornation de témoins qui rapproche un peu de la corruption dont qu'a évoqué le frère Kemajou au départ. Vous savez qu'en Occident, ils sont assez méticuleux sur les salaires. Si on dit 7 000 € à peu près pour Vladimir Poutine, 13 000 pour Emmanuel Macron, 15 000 pour Angela Merkel, maintenant il y a les indemnités au-dessus. Toutes les dépenses ensuite sont surveillées pour savoir leur provenance, parce qu'on ne veut pas que de l'argent public alloué à des véritables projets ne servent pas à ce à quoi ils devraient servir et qu'on ait des catastrophes comme celle-là. Maintenant, le message qu'on peut encore répliquer à ceux-là qui se sont plaints du fait que leur candidature n'a pas été rejetée, c'est la première question. Est-ce qu'ils sont sérieux de penser qu'ils auraient pu devenir président de la République? Je le dis comme ça de manière péremptoire parce que la probabilité aurait été assez faible. Et de deux, est-ce qu'au-delà de la revendication qu'ils avaient sur le rejet de leur candidature, ils avaient un véritable projet? On ne dit pas au Cameroun, je n'ai entendu aucun de ceux-là qui se plaignent de la non-acceptation de leur candidature. Pourquoi est-ce que pour la SEMRI que tout le monde connaît, la société d'exploitation et de modernisation de la riziculture de Yagua, pourquoi malgré, avec une instance comme celle-là et avec des localités, il y a forte pluviométrie comme des Bunch à près de 10 000 millimètres de précipitations chaque année, nous sommes encore à importer les 2/3 quasiment, ou le tiers de la consommation de raies nationales? Quel est le plan économique? Quel est le plan d'urbanisme? Quels sont les plans à long terme et aussi sur le volet monétaire que je viens d'évoquer? Ce sont ces grandes questions-là qu'on doit étudier, c'est à ces questions-là qu'on doit répondre quand on veut que le pays avance et que ce genre de catastrophe ne se reproduise pas. C'est pour ça que d'une certaine façon, il est normal et très rationnel même de mettre de côté ceux qui, plus que toute autre chose, distraient l'opinion publique. Que répondez-vous à ceux-là qui disent souvent, lorsqu'ils regardent ces images d'inondations au Cameroun, que même en Occident, les villes en Occident, il y a inondation? Oui. Il y a une catastrophe, par exemple, qui s'est passée à Gênes il y a quelques jours en Italie. C'est-à-dire que, bien qu'il y ait des catastrophes comme ça qui arrivent en Occident, c'est-à-dire le processus le processus d'évacuation, de gérance même des catastrophes est complètement différent. On ne renie pas que la catastrophe existe, qu'elle soit en Occident ou bien en Afrique. C'est le fait de la nature, on ne peut rien y faire, ou bien peut-être des mauvais calculs de génie civil. Mais de dire, si je comprends bien votre question, de dire que on va accepter les catastrophes ici en Afrique au nom du fait qu'il y ait des catastrophes en Occident, moi je trouve ça un peu curieux. Je ne sais même pas par comment commencer à répondre à cette question-là, je trouve ça curieux. Ok. Bon voilà, monsieur, on est arrivé au terme. Merci Max Wabo d'être passé. Merci Césarin, mais je vais quand même dire un mot. Le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Dans l'inondation qui est à Mabanda, ce n'est pas seulement propre à Mabanda.
on a des quartiers ici à Douala. Et il faudrait bien il a cité Bonapriso et non, il faudrait bien que le délégué gouvernement, comment il s'appelle encore, qu'il apprenne à être président. Vous comprenez? Au lieu de nous mettre des gens qui vont nous collecter les 500 francs quand on va garer nos voitures là, qu'ils prennent une partie de l'argent de la communication du président de la République pour arranger les dégâts qui se trouvent dans les quartiers. Voilà. Oui, Wilfried, au mot de la fin. Oui, le même appel à un peu plus de sérieux administratif et politique. Les Camerounais de la rue, les Camerounais des bas-fonds doivent être au centre des préoccupations et non les intérêts personnels. Brice, le mot de la fin. Non, pas vraiment. Ok. Edmond? Je souhaite vivement que les projets de société des différents candidats retenus pour l'élection présidentielle du 7 octobre tiennent compte des préoccupations réelles et véritables des compatriotes partout où ils se trouvent sur le territoire du Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'était Equinox Soir. Bonsoir. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Mabanda.